Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, le premier patient du Medipol de Koutio. Il coupe le ruban avant d'entrer dans sa nouvelle chambre vue sur mer. C'était ce matin. Le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand en visite dans le collège de Wani et l'établissement de Doneva Wawilou après 2 semaines de fermeture à cause des derniers intempéries. Au lycée agricole de Doneva, le bilan est catastrophique. Reportage ce soir dans cet établissement qui se relève tout doucement. La réforme de l'impôt sur le revenu au Congrès. Objectif, redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes en touchant certains hauts revenus. Si le texte est voté, 86% des foyers concernés paieront moins d'impôts en 2017. Explication sur notre plateau avec notre journaliste Blandine Guillet. Et puis un conte écrit par les élèves de Sekpa de Koné. Son héroïne s'appelle Korala et son histoire est contée en païti et en français. Un livre qui sortira ce vendredi en province Nord. C'est à la fin de ce journal. Il était attendu par de nombreuses personnes et son arrivée marque un nouveau pas pour le Medipol de Koutio. Il s'appelle Mapila Anjeksetine, c'est le premier patient du Medipol. Il a été accueilli ce matin dans le nouvel établissement hospitalier. En tout, 9 malades du service gastro-hépato-entérologie et 3 du service oncologie ont été transférés ce matin. Je vous propose de suivre le déroulé de cette journée avec Diouk Menangou. 8h30, premier patient 8h30, première vague d'ambulance CVS à 8h30, deuxième vague, allez, près 9h30. Ils sont quasiment tous prêts. Ils sont quasiment tous prêts? Super. Il manque une douche et 2 pansements. D'accord. On nous a seulement dit que bon, aujourd'hui le service va être transféré là-bas. C'est seulement là, dans le week-end, que le médecin-chef est venu me voir si je pouvais être le premier malade à être là-bas. Je lui dis pourquoi pas, hein, c'est pas... Voilà. Donc là, c'est votre dernier petit déjeuner ici. Ah, c'est le dernier. Je n'ai plus que ce petit sac là. La famille a pris le reste et ils vont nous rejoindre là-bas au Medipol. Mapila, à tout à l'heure. Tu peux remonter un petit peu si tu veux, ça te fera rester bien avant. Ok, super. Super. Allez, Regardez-le. C'est bon, vous pouvez garder. vous allez regarder. Voilà, on vous laisse apprécier le moment. Vous savez, c'est quand on a quelque chose de confortable, ben ça nous soulage un peu. On n'a pas pensé à ceci, on n'a pas pensé à cela, mais juste à notre maladie. C'est vraiment le jour et la nuit là avec l'ancien hôpital. Ouais, c'est vraiment formidable ce qui a été fait ici. Merci pour nous tous les malades. Donc là, nous, elle est où? Cette dame va au fond. C'est la dernière patiente qu'on attendait. Voilà, on a reçu tous nos patients qui venaient de Gaston Bourré. Et donc maintenant, on continue les soins dans le service à Koutio. Voilà, les déménagements se poursuivront tout au long de ce mois. Mardi prochain, les services d'urgence déménageront de 1h à 4h du matin. L'hôpital Gaston Bourré fermera définitivement ses portes mardi 20 décembre au soir. Quant à l'hôpital de Magenta, la fermeture est prévue pour le 30 décembre au soir, mais cela reste à confirmer.
Le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand en visite dans les établissements scolaires de Wawilou. Aujourd'hui, c'est la réouverture des écoles, du collège de Wagny et du lycée de Doneva après 2 semaines de fermeture. Objet de sa visite, il a présenté les résultats de 2 audits réalisés au collège de Wagny, un sur le budget et l'autre sur son fonctionnement, afin de préparer une feuille de route pour la rentrée 2017. Il fera un premier point au cours du 2e trimestre. Et puis le vice-recteur s'est engagé à fournir du matériel informatique, des tables et des chaises à l'établissement de Doneva. Et justement, au lycée de Doneva, le bilan est catastrophique après les intempéries d'il y a 2 semaines. Le lycée a tout perdu, un sinistre qui se chiffre à 8 millions de francs. Anissa Toussi. D'habitude, l'eau, elle vient juste au niveau de la première ligne. Mais là, elle a atteint les 6 premières lignes. En 30 ans de carrière au lycée de Doneva, c'est la première fois que Thomas voit l'eau monter aussi haut. La production de lime dans ce verger de 80 pieds, planté en 2010, est fortement ébranlée. L'eau a recouvert tous les petits billons. Et donc toute la boue s'est mise dedans. Et ça, c'est très propice au Phytophthora, qui est un champignon qui va attaquer le tronc et qui va donc tuer le végétal. Le poulailler, la pépinière, la mielerie ou encore l'abattoir, tout a été submergé sous 2 mètres d'eau. Les cultures non plus n'ont pas échappé à l'inondation. Donc voilà. Là, il y avait 2 mètres d'eau, quoi. Hein. Donc ça va être délicat parce que voilà, c'est tout mou et puis ça va germer, ça pourrit déjà. Voilà. Ouais. C'est déjà en train de pourrir. Le champ d'igname lui aussi est complètement dévasté. On est des agriculteurs, hein, donc on sait que ça peut nous arriver. Donc on accepte ce que la nature nous donne. Et en même temps, c'est le moment de relever les manches et de travailler. Au total, 10 hectares ont été ravagés. Ils devraient être réhabilités avant la rentrée 2017. Les dégâts ne vont pas compromettre la rentrée prochaine. On s'active durant les vacances pour tout remettre en état, mais ça va faire des vacances très courtes. Au vu du désastre, le lycée agricole de Doneva a déclaré 100% de sinistre à la CAMA, Caisse d'assurance mutuelle agricole. Et cet après-midi, au Congrès, les élus examinent le projet de texte sur la réforme de l'impôt sur le revenu. Les débats sont toujours en cours, comme vous le voyez. L'objectif du texte est d'alléger l'impôt des classes moyennes pour leur redonner du pouvoir d'achat et donc dynamiser l'économie du pays. En ouverture de séance, Philippe Dunoyer, membre du gouvernement en charge notamment de la fiscalité, promettait une baisse de 25 à 67% de l'impôt des classes moyennes. Blandine Guillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment le gouvernement entend-il y parvenir ? Eh bien, en jouant sur les charges de ces classes moyennes, les frais de garde des jeunes enfants, le coût des travaux ou les gros achats pour la maison. Alors, on va prendre l'exemple d'un couple marié ou pacsé avec un enfant et un revenu mensuel de 400 000 francs. Cette année, ils ont pu déduire 500 000 francs de garde d'enfants. Ils ont donc payé 18 240 francs d'impôts. L'année prochaine, si le texte est adopté, ils pourront déduire davantage de frais de garde d'enfants, jusqu'à 1 million de francs. Dans notre exemple, disons 700 000 francs. Autre nouveauté pour ce ménage, ils pourront déduire le montant des achats d'électroménager, à une condition que ce nouveau congélateur, par exemple, soit bien noté par l'étiquette énergie calédonienne en termes d'économie d'énergie. Si c'est le cas, ce couple pourrait déduire par exemple 100 000 francs pour son nouveau congélateur. Il devient donc non imposable, il ne paie plus du tout d'impôts. Autre exemple, celui d'un couple sans enfant, propriétaire de son logement depuis 15 ans, avec un revenu mensuel de 500 000 francs. Jusqu'à présent, ces personnes ne peuvent rien déduire de leurs revenus. Elles payent donc 150 400 francs d'impôts. L'année prochaine, si le texte est voté, les intérêts d'emprunt d'immobilier pourront être déduits pendant 20 ans
au lieu de 10 ans. Notre couple pourrait donc déduire 500 000 francs par an et donc payer 50 400 francs d'impôt, soit une baisse d'impôt de 33% environ. On le voit, Blandine, la classe moyenne va donc payer moins d'impôts. Comment le pays va-t-il pouvoir conserver les mêmes recettes fiscales ? Bien, le texte prévoit d'imposer plus lourdement les foyers les plus aisés, en plafonnant notamment l'effet du quotient familial. Vous savez, ces parts ou demi-parts qu'on peut déduire lorsqu'on a un enfant à charge, par exemple. Alors, l'avantage procuré par une demi-part supplémentaire serait plafonné à 300 000 francs. Alors, je prends l'exemple cette fois d'un couple marié avec 2 enfants et un salaire d'1 million de francs par conjoint. Ce couple ne déduit aucune charge, hormis ces fameuses parts de quotient familial. Il paye aujourd'hui 3,7 millions de francs d'impôts. Demain, avec le plafonnement des effets du quotient familial, ce couple paierait 4,4 millions de francs, soit 700 000 francs supplémentaires. Alors, si vous voulez savoir quel impact aura ce texte sur votre budget, vous pouvez faire des simulations sur le site de la Direction des services fiscaux, dsf.gouv.nc. D'accord, merci Blandine Guillet. Ce week-end, c'était la 30e édition du Téléthon en France et la 22e au pays. Un événement dont le but est de lever des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Si on compare aux chiffres de 2015, on obtient à peu près les mêmes résultats. Cette année, on compte 285 promesses de dons pour un montant total de 3 493 800 francs. Un chiffre comparable à celui de 2015, note le responsable du Téléthon au pays, où les promesses de dons s'élevaient à environ 3 500 000. Et puis, comme cette année, on comptait 285 promesses de dons. À noter qu'il est encore possible de continuer à donner avant la fin du mois. Pour cela, il faut envoyer un chèque à l'ordre de l'AFM Téléthon, ou soit adressé à l'OPT Téléthon sans timbre ou à la BP 1017 74 98 845 Nouméa. En France, maintenant, la 30e édition du Téléthon a récolté plus de 9 500 000 de nos francs, une mobilisation extraordinaire selon la présidente de l'association, un montant qui pourrait encore évoluer, les dons étant encore possibles toute cette semaine. Et puis une étude récente menée par le réseau Recherche et Solidarité révèle que la générosité des Français progresse, et ce, malgré les difficultés économiques grandissantes. Quelques éléments à retenir de cette étude: ce n'est pas le nombre de donateurs qui évolue, mais les montants des dons. Les plus de 70 ans représentent plus de 30% des donateurs, et les moins de 30 ans apparaissent toutefois les champions du don. Ce sont eux qui font le plus d'efforts par rapport à leurs revenus. L'étude révèle aussi les territoires les plus généreux de France et l'existence d'une diagonale de la générosité. Des Pyrénées-Atlantiques à l'Alsace-Moselle, les territoires outre-mer ne figurant pas dans cet atlas. Et on finit avec un peu de culture. Elle s'appelle Coralla. C'est l'héroïne d'un conte écrit par les classes de SECPA du collège de Koné. Un conte traduit en païti et en français. Il sera publié ce vendredi en province Nord. Le résultat de 6 mois de travail. Océane Zobler. On a créé un conte, Le courage de Coralla. Une petite fille qui est restée dans la tribu de Nali sur une petite île du Pacifique. Ben, un jour, un auto arriva, puis il dit Coralla, viens avec moi dans la grotte de la Féroceta. La Féroceta lui donna la potion magique. Et puis la petite, elle retourna dans la tribu de Nalili. Puis elle a bu la potion magique. Puis elle se sentit grandir dans son corps. Puis elle remplit d'énormément d'amour. Ce conte, raconté par Franciane, a été écrit dans le cadre d'un exercice de français. Comme il n'a pas été encore publié, les élèves et leurs professeurs d'art plastique ont décidé de réaliser une maquette pour faire vivre l'histoire. C'est donc à travers cette maquette que l'on découvre, avant le livre, quelques aventures de Coralla. Bon, chacun a participé, chacun avait de l'imagination, chacun a fait énormément de progrès aussi en lecture, du coup. On a beaucoup aimé parce que les professeurs nous ont aidés pour arriver là où on est aujourd'hui. C'est difficile à faire, mais on n'arrive pas à croire qu'on a réussi à faire un gros travail. À travers cette histoire, les élèves ont pu s'exprimer aussi dans différents ateliers manuels. Pour construire les trucs, on a utilisé des bambous, tout ça là, pour comment faire les bâtiments. On a sauté les arbres. C'est vrai que de travailler sur
du dessin, de la peinture ou de l'assemblage, collage. J'avais envie de faire autre chose. Je leur ai proposé de partir sur quelque chose, des décors en volume, de la construction. Vu que ce sont des élèves qui adorent, qui sont assez souvent manuels, qui ont besoin de manipuler, ça a été un réel plaisir. Afin de concrétiser ce projet, un album de jeunesse en français et en païchi sera publié en plus de 300 exemplaires. Financé par la province Nord, ce livre sera distribué vendredi 9 décembre. Chaque élève de la classe de Secpa aura un exemplaire. Le reste sera donné aux écoles et collèges de la province Nord ainsi que dans les bibliothèques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, un épisode de Sam et Maïté Reporter. Et comme tous les lundis, retrouvez votre case des sports présentée par Jamie Waimo. Jamie Waimo, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir au menu? Bonsoir Faley, bonsoir à tous. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran ce soir, on va parler de boxe et on va revenir sur le gala qui s'est déroulé vendredi et samedi soir à la salle de Lansvata. Avec moi pour en parler, Nicolas Martoreggio à ma droite, le président du comité régional de boxe. Et puis sur ma gauche, Prosper Poagou pour le web du sport. Et on va parler d'un joueur pas comme les autres qui a intégré les rangs du Bayern de Munich. On parle bien de football, c'est donc en Allemagne. À tout à l'heure pour la case des sports. Donc c'est bien un J'ai testé pour vous que vous retrouvez juste après et non un épisode de Sam et Maïté. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.